Merci Alors, beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir associé encore une fois cette année dans ce séminaire et pour parler de la ventilation non invasive et de l'OLD chez l'enfant. bien l'exposé. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce que c'est la ventilation non invasive? En fait, c'est une technique d'assistance ventilatoire particulière chez l'enfant. Elle est généralement indiquée dans les insuffisances respiratoires chroniques, dans les états d'hypoventilation alvéolaire. C'est une technique facile à réaliser et consiste à l'entremise d'un appareil qui va délivrer une pression positive dans les poumons par poussée d'air dans les poumons. Donc, en fait, cet appareil, il va accompagner et prendre en charge les efforts respiratoires de l'enfant. Comme son nom l'indique, c'est une technique non invasive et elle peut être appliquée à la demande de l'enfant, surtout dans les indications de ventilation nocturne. C'est une technique largement reconnue chez les adultes, utilisée dans les pathologies respiratoires de l'adulte de façon fréquente, surtout dans les états de pathologie respiratoire chronique, mais en pédiatrie, c'est une technique sous-utilisée. Pourquoi? Parce que les signes d'insuffisance respiratoire chronique chez l'enfant sont plus frustres que chez l'adulte et c'est une technique qui est plus difficile à réaliser chez le jeune enfant et surtout chez le nourrisson. Ça demande une certaine coopération de la part de l'enfant qui est difficile à obtenir dans certaines situations. Ce sont les mêmes objectifs que l'instauration de la ventilation non invasive chez l'adulte que chez l'enfant. Nous visons à travers ces techniques ventilatoires d'augmenter l'efficacité de la respiration, de mettre au repos les muscles respiratoires afin d'éviter l'épuisement respiratoire et parmi les objectifs majeurs de la ventilation non invasive, c'est de réduire la mortalité et bien sûr améliorer la qualité de vie des enfants et pallier à certains moments, à certaines difficultés socio-familiales de la ventilation invasive. Chez l'enfant, l'enfant sur le plan physiologique a certaines particularités et le fait d'avoir une insuffisance respiratoire chronique qui s'est installée à un âge jeune chez le petit enfant, ceci va être décrit par certaines particularités. En fait, l'enfant a des propriétés mécaniques particulières de son poumon et de la cage thoracique chez l'enfant. La charge respiratoire, elle est physiologiquement plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. C'est pour ça l'insuffisance respiratoire chronique, elle est plus fruste chez l'enfant. Le poumon de l'enfant, c'est un poumon en cours de croissance et donc il a un nombre moindre d'alvéoles avec un moindre support élastique. La force et l'endurance des muscles respiratoires sont plus diminuées chez l'enfant, ce qui explique la relative pauvreté du diaphragme en fibres résistantes à la fatigue. Chez l'enfant, le contrôle neurologique central est instable et qui pourrait altérer la commande ventilatoire et qui pourrait retentir sur l'installation rapide de la détresse respiratoire. L'enfant est un être fragile et donc il est plus vulnérable aux agressions externes et il peut développer rapidement des états de détresse respiratoire plus importantes que l'adulte. Nous connaissons tous que le système respiratoire, il est commandé par trois intervenants, la commande centrale, les effecteurs des muscles respiratoires et les poumons qui vont jouer un rôle important dans l'apparition de signes de détresse respiratoire chez les enfants au stade d'insuffisance respiratoire chronique. En fait, les trois principales causes de l'hypoventilation respiratoire, ça peut être dû à une obstruction complète ou partielle des voies respiratoires qui peut se traduire par une désapnée obstructive, soit à une anomalie des muscles respiratoires, des effecteurs de la respiration
respiration est due à une faiblesse des muscles respiratoires. Et dans certaines situations, le cerveau n'envoie pas de message adéquat aux muscles respiratoires qui pourrait se traduire par des apnées centrales. Et ce schéma illustre bien ce qui se passe en réalité dans la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire chronique. En fait, il y a un déséquilibre entre les trois intervenants de la respiration, soit au niveau central par modification de la commande ventilatoire centrale, soit au niveau des effecteurs par diminution de la force musculaire qui peut se voir surtout dans les pathologies neuromusculaires, ou une augmentation de la charge ventilatoire qui se voit dans les obstructions des voies aériennes supérieures, dont la mucoviscidose et certaines autres pathologies comme la bronchopneumopathie chronique obstructive. Tous ces éléments-là, ils vont contribuer à l'apparition d'un état hypoventral alvéolaire, voire même des apnées respiratoires, et ces éléments vont se traduire cliniquement sur le plan gazométrique par une hypoxémie et par une hypercapnie. Donc, quel est le rôle de la ventilation? Elle va essayer de pallier à ce déséquilibre-là et permet d'obtenir un équilibre entre les trois intervenants de la respiration pour pouvoir la plus optimale possible. Donc, avant d'instaurer une ventilation non invasive, il y a deux modes d'installation. On peut opter préférentiellement à une ventilation non invasive pendant la nuit, qui constitue la période de risque où on voit beaucoup de désaturation. Ou bien le deuxième mode d'installation, c'est lors du sommeil paradoxal, le système respiratoire il est plus vulnérable en ce moment-là et se traduit surtout chez les enfants au stade d'adolescence où la respiration repose essentiellement sur le diaphragme qui est un muscle plus mis en repos lors du sommeil paradoxal. Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? En fait, pendant le sommeil, à l'état physiologique, il y a diminution de la fréquence respiratoire, la diminution du volume courant et la diminution de la charge respiratoire. Tous ces éléments-là vont contribuer à une diminution de la ventilation alvéolaire qui va se traduire par une augmentation des résistances des voies aériennes, une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. Les muscles respiratoires, ils ont un tonus qui est diminué et ceci aboutit à un état d'hypoventilation physiologique qui va être aggravé chez les enfants ayant des pathologies respiratoires chroniques ou des pathologies centrales. Donc, quelles sont les indications de la ventilation non invasive? Comme on vient de détailler tout à l'heure, selon la physiopathologie des insuffisances respiratoires chroniques, la ventilation non invasive elle pourra être indiquée dans les pathologies qui sont caractérisées par une diminution de la capacité des muscles respiratoires, telles que la myotrophie spinale, la myopathie de Duchenne, les lésions de la moelle épinière et dans certaines autres pathologies neuromusculaires. La ventilation non invasive elle pourra être indiquée aussi dans les situations où on voit une augmentation de la charge imposée au système respiratoire tels que dans les états d'obésité morbide. Elle est indiquée aussi en cas d'anomalie du contrôle de la ventilation, dans certaines indications, le syndrome d'Ondine, qui est un état d'hypoventilation alvéolaire congénitale qui se traduit par une hypoventilation respiratoire dès la naissance de l'enfant due à une atteinte centrale.
Quelle est la traduction clinique de l'hypoventilation? En fait, l'hypoventilation alvéolaire se traduit par différents signes cliniques qui peuvent être uniques, associés et qui sont variables en fonction de l'âge de l'enfant. Ça peut se traduire par une fatigue qui se voit surtout chez les grands enfants et voire même à l'adolescence. Un état d'hypersomnolence aussi qui se voit surtout à la grande enfance et chez les adolescents. L'état d'agitation, c'est un signe très fréquent et qui traduit et qui doit alerter le clinicien à penser à un problème de la respiration. C'est un enfant qui est tout le temps agité, hyperactif et que les parents ne trouvent pas une explication. Et ça peut traduire aussi par des maux de tête matinaux, hein, qui traduit un état d'hypercapnie nocturne. Des difficultés de la concentration, c'est un enfant qui ne retient pas ce que l'on dit, hein. C'est un enfant qui ne se concentre pas quand il reçoit des exercices, ils ont un retard scolaire. Une transpiration excessive aussi peut être aussi une traduction clinique de l'hypoventilation, des sauts d'humeur. Le renflement important, il peut se voir aussi, il peut traduire un état d'hypoventilation nocturne et ce sont des enfants dont les parents rapportent une sensation de manque d'air en position couchée. Ce sont des enfants qui respirent pendant le sommeil avec une bouche entrouverte. Comment peut-on faire le diagnostic de l'hypoventilation alvéolaire? En fait, le diagnostic, il est facile. Ce sont des suspicions cliniques devant des signes cliniques évocateurs, mais aussi on peut demander des examens simples, faciles à réaliser, tels que la gazométrie, qui va refléter l'hypoventilation par une hypoxémie et surtout une hypercapnie. Euh, euh, Notamment pendant le sommeil et surtout une hypercapnie diurne. L'oxymétrie nocturne, c'est aussi une technique qui permet de mesurer l'oxygène dans le sang lors du sommeil. Ce test se fait à la maison grâce à des appareils adaptés. Et dans certaines situations où on a une forte suspicion d'hypoventilation alvéolaire et en réalisant la gazométrie et l'oxymétrie nocturne, on ne trouve pas de traduction, voire même une hypercapnie et une désaturation nocturne, on peut demander une polygraphie ventilatoire, voire même une polysomnographie, c'est l'idéal, c'est l'examen de référence qui va permettre d'enregistrer différentes données durant le sommeil. Vous voyez sur ce tracé-là l'enregistrement de flux nasal, la saturation pendant le sommeil et les mouvements thoraco-abdominaux. Et cet enfant, il a fait des épisodes d'apnée obstructive et à diminution des mouvements thoraco-abdominaux pendant le sommeil avec des épisodes de désaturation importants qui sont répétitifs pendant le sommeil. C'est une technique idéalement qu'elle soit réalisée à l'hôpital sous surveillance afin de bien surveiller le sommeil de l'enfant, mais par défaut, on peut la réaliser à domicile. Il y en a des prestataires qui se déplacent à domicile de l'enfant pour lui faire cet enregistrement et qui nous permettra de faciliter le diagnostic de l'hypoventilation alvéolaire. Et c'est une technique qui va nous permettre d'initier et de guider l'attitude thérapeutique. Donc, le critère essentiel pour initier une ventilation non invasive, c'est l'hypercapnie diurne, qui constitue le critère le plus communément admis pour débuter une ventilation non invasive. N'oublions pas, il ne faut jamais instaurer une ventilation non invasive en état de décompensation respiratoire. C'est une situation physiologique et psychologique non optimale pour débuter un tel traitement. Il faut dépasser ce cap difficile, puis démarrer la ventilation non invasive dans de bonnes conditions.
À qui peut-on indiquer la ventilation non invasive? On l'a très bien détaillé. On va citer certaines indications. Le SAOS, les patients souffrant d'un syndrome d'apnée de sommeil obstructive qui n'est pas corrigé par la PPC ou nécessitant une pression très élevée. Les enfants souffrant d'un syndrome d'apnée centrale du sommeil en cas d'obésité très importante avec hypoventilation, dans certaines pathologies neuromusculaires ou neurologiques, les pathologies pulmonaires, certes, la mucoviscidose et les bronchiolites oblitérantes et d'autres pathologies respiratoires, la bronchopneumopathie chronique obstructive qui sont rares chez l'enfant, dont certaines malformations thoraciques, la scoliose et les neurofibromatoses et les malformations thoraciques qui retentissent sur la mécanique ventilatoire de l'enfant. Dans le SAOE, ça a été très bien détaillé par le professeur Mahal. Je ne vais pas trop m'attarder. La ventilation non invasive, elle est indiquée en cas de niveau de pression positif trop élevé et non toléré chez l'enfant qui ne permettra pas de corriger le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En cas de SAOS mix avec une proportion d'apnée centrale supérieure ou égale à 20 à 30%, en cas d'hypoventilation alvéolaire malgré un réglage optimal de la PPC, dont les apnées centrales exclusives. Dans ce cas-là, l'origine neurologique du SAOS est retenue, et dont les apnées centrales apparaissant sous PPC, responsables des apnées centrales complexes. Dans les pathologies, dans les maladies neuromusculaires, la VNI est indiquée en cas d'hypoventilation nocturne symptomatique et les patients ayant une hypercapnie diurne. Chez ces enfants-là, il faudra programmer une polygraphie ventilatoire, voire même une polysomnographie en cas de faiblesse musculaire, au moins une fois par an si la capacité vitale de l'enfant elle est inférieure à 60%, donc, en cas de paralysie diaphragmatique associée et en cas d'anomalie vertébrale associée. Dans les pathologies pulmonaires, les indications de la VNI, elles sont variables. Elles dépendent de l'état des échanges gazeux. En fait, dans les pathologies pulmonaires obstructives, la mucoviscidose, la bronchiolite oblitérante, la VNI, elle est généralement associée à l'oxygénation. Notamment, on voit dans ces pathologies une hypoxémie avec hypercapnie. Dans les pathologies, par contre, dans les pathologies interstitielles, généralement, on a une hypoxémie importante. On commence par l'oxygénation au long cours et au stade évolué de la maladie, on en voit les signes d'hypoventilation alvéolaire avec apparition d'une hypercapnie. En ce moment-là, la VNI aura une place et permettra d'améliorer l'état respiratoire de l'enfant. Dans la mucoviscidose, l'indication essentielle de la VNI, c'est l'hypercapnie diurne, mais d'autres indications dans certaines situations particulières. Si l'enfant fera partie d'un programme de réentraînement à l'effort, la VNI pourra avoir une place chez les patients en attente de grève et dont les troubles respiratoires du sommeil avec une hypercapnie diurne. Les malformations thoraciques aussi sont aussi une indication à la mise en place d'une VNI au long cours. Et l'indication toujours la même, c'est l'hypercapnie diurne et les troubles respiratoires du sommeil avec une hypercapnie nocturne. C'est une technique qui n'est pas dénuée de contre-indications et qui n'est pas dénuée d'effets secondaires. En fait, avant de démarrer une ventilation non invasive, il faut très bien examiner l'enfant, vérifier la liberté des voies aériennes. Il faut faire un bon examen ORL afin de détecter un obstacle sur les voies aériennes qui constitue un critère d'échec de la ventilation non invasive. Généralement, les enfants ont des polypes nasaux qui sont fréquents et il faudra tenter à les traiter avant de démarrer la VNI afin de garantir un succès de cette technique. Les contre-indications, il y en a des contre-indications qui sont relatives, qu'on pourra les surmonter. En cas de trouble de la déglutition chez l'enfant, si on a des difficultés logistiques familiales ou de prestations à domicile, parfois le patient nécessitera un VNI, mais on ne pourra pas l'indiquer parce qu'il a des difficultés sociales très importantes. Et en cas d'autonomie
de ventilation spontanée qui est inférieure à 6 à 8 heures. Mais certaines contre-indications absolues qu'il faudra les respecter, c'est la nécessité d'une assistance ventilatoire. Certes, il ne faudra pas indiquer la VNI, l'obstruction sévère et irréversible des voies aériennes supérieures. En cas d'encombrement bronchique majeur, la coopération de l'enfant, elle est très importante pour démarrer ce traitement et en cas d'impossibilité de générer un débit expiratoire suffisant lors de la toux et l'impossibilité de tolérer certaines interfaces qu'on va détailler par la suite. Les effets secondaires de la ventilation non invasive, ça peut donner une irritation de la peau, notamment par l'utilisation des interfaces par contact direct avec la peau, une irritation de la peau en regard de l'arête du nez, qui peut aller jusqu'à la nécrose cutanée. L'irritation des yeux, surtout en cas de fuite, de délivrer un air qui n'est pas humidifié, ça peut aboutir à une sécheresse du nez, une sécheresse de la gorge qui peut constituer un facteur de risque d'inflammation locale et qui peut favoriser le lit à certaines infections. La congestion nasale et les sinusites, l'inconfort abdominal ou digestif, parfois les enfants ils souffrent d'un ballonnement abdominal très important, secondaire à la ventilation non invasive. Les difficultés à parler ou à avaler pendant l'utilisation de l'appareil, certaines interfaces ils vont bloquer le nez et la bouche en même temps et constituent un obstacle à l'alimentation, notamment chez l'enfant pendant les séances de ventilation. Et ça peut aussi donner un inconfort pendant le sommeil. L'enfant est un être qui est en cours de croissance, donc le fait d'utiliser une machine en contact direct avec la face pendant une longue durée, ça peut aboutir à une déformation faciale et l'apparition d'un aplatissement facial ou une rétromaxillie, comme on voit sur la photo. C'est dramatique de voir un enfant avec certaines déformations faciales. Ceci justifie l'évaluation maxillofaciale pédiatrique systématique avant toute initiation de la VNI, bien sûr avec un suivi pendant toute la durée de traitement afin d'éviter ce type de complications. Donc, avant d'instaurer une ventilation non invasive, certaines conditions doivent être validées pour garantir la réussite de cette technique et afin d'aboutir à une efficacité importante. Les procédures diagnostiques doivent être appropriées, on doit être sûr de l'indication de la ventilation non invasive, le choix adéquat de ventilateur, un réglage qui doit être adapté selon la sévérité de la maladie, la sévérité le degré de sévérité de l'hypoventilation alvéolaire. Il faut avoir une famille coopérative et bien éduquée, comment elles vont utiliser la machine, l'entretien de la machine, le soutien psychologique de l'enfant. Si la famille n'est pas prête à voir leur enfant sous machine, on ne peut pas imposer une technique thérapeutique qui est refusée par le malade et par la famille. Une structure de soins à domicile bien organisée et formée à la pédiatrie. Actuellement, on a des prestataires qui se déplacent à domicile de l'enfant, s'ils reçoivent un appareillage long cours et donc ils vont essayer d'assurer le suivi et de voir, de détecter certaines complications à temps afin d'éviter des situations catastrophiques. Donc, et bien sûr, si la ventilation non invasive a été démarrée à l'hôpital, il faut s'assurer du statut respiratoire de l'enfant sous sa machine, sous sa propre machine. Il ne faut jamais démarrer la ventilation non invasive sous la machine de l'hôpital et l'enfant rentre chez lui avec une autre machine. Il faut tester sa propre machine, comment elle fonctionne, comment il s'adaptera avec elle, au moins pendant 24 à 48 heures et si tout va bien, il pourra rentrer chez lui avec son appareil.
Donc, le choix des modes ventilatoires, en fait, il y a deux types de modes ventilatoires. On peut opter à une pression positive continue, c'est la PPC, et permet de délivrer une pression positive constante qui garde des voies respiratoires ouvertes lorsque le jeune enfant dort. Ou bien, il y a le mode ventilatoire à deux niveaux de pression positive, c'est le mode BiPAP qui permet de délivrer une pression positive autant lors de l'aspiration et de l'expiration afin de garder les voies respiratoires de l'enfant ouvertes tout le temps. Là, c'est un schéma que j'ai trouvé dans une publication qui montre très bien l'utilisation de la ventilation non invasive, surtout le mode CPAP, qui a pris le devant et depuis les années 2002 et qui a pris une place importante dans la prise en charge thérapeutique des enfants atteints des bronchiolites respiratoires sévères en milieu de réanimation qui a pallié à l'utilisation de la ventilation spontanée et de la ventilation invasive. La CPAP est indiquée en cas d'obstruction dynamique des voies aériennes supérieures chez les enfants souffrant de syndrome d'apnée obstructive du sommeil et chez les enfants apnéiques ayant des bronchiolites. Et le mode ventilation spontanée plus aide ou le mode BiPAP, il est indiqué dans les maladies neuromusculaires, dans la mucoviscidose, dans la bronchiolite aussi et d'autres pathologies respiratoires. Pour ce faire, on a besoin de certains équipements. L'industrie actuelle nous a fourni toute une panoplie de respirateurs qui permet de délivrer une pression positive adéquate à l'enfant. Ce sont des machines faciles à utiliser, le réglage il est facile et l'entretien il est aussi facile et ce sont des machines qui sont légères à emporter, surtout le fait d'avoir une machine à domicile, il faut avoir des appareils qui ne sont pas encombrants. L'interface aussi, c'est un élément essentiel dont le choix de la technique ventilatoire. Le choix de l'interface, il est très important pour la coopération de l'enfant. Donc, il y en a des masques nasaux, il permet le fait de l'appliquer directement sur le nez afin de permettre la liberté du conduit buccal et ce qui permet une ventilation pendant une durée plus longue et ça permettra à l'enfant de s'alimenter et de recevoir ces traitements par voie buccale de façon simple et facile. Là, ce sont des embouts narinaires, hein, ce sont des embouts narinaires en silicone qui donnent moins d'effets secondaires, pas d'altération de la peau par contact, contrairement au masque nasofacial. Le contact, il est très important avec l'arrêt du nez. Là, ce sont des embouts narinaires directement qui se moulent avec les orifices narinaires. Ils permettent de donner des débits aériens très importants et d'éviter de réduire les fuites. Ils sont indiqués surtout avec le mode CPAP. Là, ce sont des masques nasofaciales et ils s'appliquent directement sur le nez et sur la bouche de l'enfant et c'est très encombrant. Parfois, certains enfants sont claustrophobes et le refusent catégoriquement. Donc, chaque fois qu'on dispose des masques nasaux, ils sont préférables aux masques nasobuccaux. Là, ce tableau permet d'illustrer les avantages et les inconvénients de ces différentes interfaces. Le masque nasal, il a comme avantage, c'est le faible espace mort, la bonne tolérance à long terme. Il n'est pas claustrophobe pour les enfants claustrophobes. Il autorise l'accès à la bouche. Son inconvénient, c'est une perte de l'efficacité en cas d'ouverture de la bouche, une altération de l'interaction patient-ventilatoire en cas de détresse respiratoire aiguë. Le masque nasobuccal, il a comme avantage cette diminution des fuites orales. C'est l'amélioration et la synchronisation ventilatoire et l'amélioration de l'efficacité. Par contre, il a comme inconvénient, c'est l'anxiété, l'espace mort plus élevé et la distension gastrique. L'enfant, il se plaint d'un ballonnement
abdominal très important qui est très gênant pour les enfants. Là, c'est une interface qu'on ne l'utilise pas hein, pour les insuffisances respiratoires chroniques et pour la ventilation non invasive au long cours, mais je l'ai gardé, c'est juste à titre de connaissance. C'est le helmet qui est utilisé en milieu de réanimation pour les nourrissons surtout. Et c'est très claustrophobe et c'est frustrant d'avoir ce mode d'interface pour des petits enfants qui sont en détresse respiratoire. Le réglage, il est très important pour garantir l'efficacité de la ventilation. Il faut opter pour un niveau de PEP élevé dans les obstructions dynamiques des voies aériennes supérieures. Le niveau de PEP initial recommandé, c'est 5 à 10 cm H2O et il faut délivrer une aide inspiratoire. On commence au minimum par 6 cm H2O, puis on augmente progressivement avec surveillance des volumes expiratoires et penser à avoir une pression qui est inférieure à 20 pour éviter le ballonnement. Là, c'est un schéma qui permet de résumer tout ce qu'on était en train de dire, le choix de l'interface, le mode ventilatoire et les différents réglages des différents paramètres. En fait, pour le masque nasal, il faut généralement opter pour le mode ventilatoire, la CPAP, avec une PEP à 7, surtout au cas de bronchiolite. Et on vise toujours les mêmes objectifs, quel que soit le mode ventilatoire et les modalités utilisées. Notre objectif, c'est d'avoir une PEP entre 5 à 10 cm H2O. La pression inspiratoire totale est aux alentours de 10 à 18 cm H2O. Le volume courant, il faut avoir un volume courant efficace, évalué à entre 6 et 8 millilitres par kilo pour les enfants. Et tous ces éléments-là, ils vont se traduire sur le plan clinique par une réduction de la fréquence respiratoire et disparition des signes de lutte. Pour les masques nasobuccaux, on peut utiliser l'un des deux modes, soit la ventilation spontanée avec aide inspiratoire, soit le mode ST, et les réglages il se base sur une évaluation, un réglage de la PEP entre 5 à 7 cm H2O. L'aide inspiratoire, on peut démarrer par 4 cm d'eau pour la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Et pour le mode ST, la pression inspiratoire, on peut aller jusqu'à 10 cm H2O pour les enfants. Toujours les mêmes objectifs. Pour ces deux modes-là, l'adaptation des paramètres, elle est variable en fonction du temps. Donc, on va surveiller l'enfant, on va voir sa réponse et on peut penser à augmenter par palier l'aide inspiratoire ou bien la pression inspiratoire par palier de 2 cm selon le volume courant, selon la clinique de l'enfant. Pour la PEP, il faut augmenter petit à petit de 1 cm à 2 os. Pour toutes ces modifications devront être réalisées en milieu hospitalier. L'enfant ayant une ventilation au long cours, elle pourra démarrer en milieu hospitalier sous surveillance médicale, l'augmentation progressive jusqu'à stabilisation selon les besoins et selon l'état respiratoire de l'enfant. Si on arrive à un état clinique stable, avec une bonne saturation, un bon état clinique, en ce moment-là, on jugera de la sortie de l'enfant sous des paramètres qui sont bien déterminés et bien fixés par le médecin praticien. Donc, sur quoi peut-on évaluer l'efficacité de la ventilation non invasive? Élément simple, c'est l'évaluation des échanges gazeux par l'évaluation de la pression artérielle de CO2, surtout diurne, l'évaluation de la qualité de sommeil, les enfants ayant un sommeil on voit leur amélioration de leur sommeil sous ventilation non invasive. Les enfants ayant des pathologies respiratoires chroniques comme l'hypoventilation, ils consomment une quantité importante de charge. Ils ont une charge respiratoire très importante et donc ils ont un retard de croissance. Donc, le fait de voir des enfants qui améliorent leur croissance sous VNIS, qu'on est efficace avec ce mode ventilatoire. Et bien sûr, ceux qui souffrent d'un trouble neurologique, des problèmes de développement psychomoteur, on voit tous ces éléments-là et s'améliorer petit à petit sous ventilation non invasive.
Les bénéfices de la VNI, c'est l'amélioration de la survie, l'amélioration de la qualité de vie des patients et l'amélioration de l'hypoventilation alvéolaire nocturne. Elle permet aussi d'améliorer les performances des muscles respiratoires, améliorer la mécanique ventilatoire, la tolérance à l'exercice chez les enfants. Ils veulent avoir une activité quotidienne proche de ses aînés, hein, accélération de la récupération d'une décompensation respiratoire aiguë et certainement une amélioration de la qualité de vie des enfants. Ce schéma illustre bien les bénéfices de la VNI chez les enfants souffrant de troubles de sommeil et ce sont des enfants ayant une mucoviscidose. Vous voyez très bien sur ce schéma-là, la ventilation invasive permet d'améliorer le temps respiratoire avec une saturation qui est passée supérieure à 90%. Donc, permet d'améliorer l'oxymétrie de l'enfant sous VNI comparativement aux autres modes ventilatoires. Donc, la VNI aussi permettra aussi de réduire la valeur de la PaCO2 et donc d'éviter les signes cliniques qui sont secondaires à une hypercapnie nocturne. La ventilation non invasive, elle a aussi un impact sur les symptomatologies cliniques décrites chez les enfants souffrant de certaines pathologies musculaires. Vous voyez très bien, là, c'est une étude qui a essayé de comparer les enfants, les différents symptômes cliniques chez les enfants avant et après instauration de la VNI. Et vous voyez très bien, la céphalée, l'anorexie, la dysphagie observées chez l'enfant sont nettement diminuées comparativement avant l'instauration de la VNI. Aussi, les troubles de la concentration ils diminuent nettement sous ventilation non invasive. Certes, c'est une technique qui a certaines limites. En fait, l'hypoventilation alvéolaire ne pourra pas être corrigée totalement, et ceci à cause des fuites. Hein. L'utilisation des interfaces, l'objectif, c'est d'utiliser des interfaces pas trop serrées pour éviter les effets secondaires, les complications locales et les lésions cutanées, mais aussi, il ne faut pas avoir un masque qui est trop lâche, qui augmente les fuites. Les fuites, il faut essayer de les diminuer au maximum, mais ils ne sont pas évitables. Certaines maladies neuromusculaires progressives, malheureusement, on ne pourra pas éviter l'évolution vers la trachéotomie à un moment donné de l'évolution de la maladie. Et donc, si on arrive à un stade très évolué de détresse respiratoire, là, la ventilation non invasive n'a plus de place et il faut passer à une technique plus invasive pour améliorer les échanges gazeux chez l'enfant. Donc, les limites de la ventilation invasive, il y a certains critères qui nous permettent de prédire l'échec de la ventilation non invasive. Donc, avant de démarrer la ventilation non invasive, il y a certains facteurs d'échec. Si le patient il est en décompensation respiratoire, il ne faut jamais démarrer une ventilation non invasive. La défaillance multiviscérale, là, c'est surtout en cas de décompensation en aigu. Si le patient a des besoins de FiO2 très importants, il faut éviter d'instaurer la VNI jusqu'à stabilisation. En cas d'absence ou pas de diminution de la capnie et l'amélioration clinique sous ventilation invasive constitue un critère d'échec de cette technique ventilatoire. Bien sûr, certaines difficultés matérielles, le respirateur et les interfaces, le choix de garantir un succès de la ventilation invasive ou son échec. Et si on a un personnel qui est mal formé à l'utilisation de ces techniques, on risque d'échouer, de ne pas avoir des résultats qui sont encourageants. Un enfant chez qui on a démarré la ventilation invasive, il faut qu'il y ait un suivi régulier, et de préférence réaliser une polysomnographie avant son retour à domicile et c'est une technique qui devra être contrôlée au moins une fois par an régulièrement. Il faut
Pensez à faire des visites à domicile de façon régulière et systématique, au moins une fois par mois, pour vérifier l'environnement de l'enfant. Est-ce qu'il est en train d'utiliser correctement sa machine de façon régulière ou pas? La propreté de la machine. Est-ce qu'il y a un problème de panne sur la machine qu'il faut régler à temps afin d'éviter certaines complications? L'entretien du matériel, c'est très important pour éviter certaines complications, notamment les complications infectieuses. Il faut maintenir la propreté du matériel, il faut bien nettoyer à l'eau et au savon doux et bien le rincer. Et il faut montrer ça à l'enfant et à son entourage avant la sortie de l'hôpital. Il faut veiller à la propreté au moins une fois par jour. Le masque doit être propre et sec lors de l'installation, confortable et étanche afin d'éviter les fuites. Le masque doit être changé lorsqu'il devient trop petit. Hein. C'est un enfant qui est en cours de croissance. Si on démarre avec une interface, il faut penser à la changer au cours du temps. Et lorsqu'il y a une perte d'efficacité due à l'usure, généralement, il est préférable de changer une fois par an, mais parfois, par faute de moyens, on peut aller jusqu'à 200 avant de penser à changer l'interface. Donc, d'autres thérapeutiques très importantes, là, il faut penser à humidifier l'air afin d'éviter les complications inflammatoires locales dues à la pénétrance d'air sec dans les voies aériennes supérieures. Une bonne assistance nutritionnelle qui va permettre de renforcer les muscles respiratoires de l'enfant. L'oxygénothérapie de longue durée dans certaines pathologies respiratoires et bien sûr une préparation psychologique de l'enfant et de ses parents qui constitue un élément fondamental de succès de la ventilation non invasive. Généralement, la ventilation non invasive, elle est utilisée conjointement à l'oxygénothérapie à longue durée en fonction de la pathologie, qui est indiquée de façon formelle lorsque la ration en oxygène moyenne inférieure à 93% pendant le sommeil ou à l'éveil, le temps de sommeil passé avec une SPO2 inférieure à 90%, supérieure à 5%, il faut penser à démarrer une oxygénothérapie longue durée chez les enfants ayant une certaine pathologie qui interfère avec la respiration et c'est des pompes d'HTAP. Dans la mucoviscidose, l'OLD, elle est indiquée, on est plus sévère. Hein. La saturation en oxygène moyenne pendant le sommeil, elle est inférieure à 90%. Et si on a un temps de sommeil passé avec une saturation inférieure à 90%, qui est supérieure à 10%, et là, en ce moment-là, il faut indiquer l'OLD et associé ou non à une HTAP. Dans certains cas particuliers, les enfants qui sont inscrits dans un programme de réhabilitation à l'effort, l'oxygénothérapie elle est indiquée si la saturation elle est inférieure à 92% avant et pendant l'effort et nous optons à une valeur cible de saturation supérieure à 91% pendant l'effort. La technique de mesure objective des échanges gazeux, c'est la gazométrie artérielle qui constitue le gold standard et permet de mesurer la pression partielle artérielle en oxygène, le dioxyde qui permet d'avoir des mesures plus précises. C'est une technique qui n'est pas du tout très facile à réaliser chez l'enfant, notamment qu'elle est très douloureuse, mais il faut se rappeler de certaines valeurs est normale. La PaO2 normale chez l'enfant, elle est variable en fonction de l'âge. Hein. La CAPNI normale, elle est identique, quel que soit l'âge de l'enfant, entre 35 et 45 mm de mercure. Et notre objectif pour la saturation à l'éveil, elle devra être supérieure à 95% chez l'enfant. Et pendant le sommeil, chez les patients souffrant de certains troubles respiratoires, on peut tolérer une SPO2 qui est supérieure à 92%. C'est un schéma qui permet de récapituler tout ce que j'étais en train de dire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Certaines interfaces pour l'oxygénation au long cours peuvent être utilisées. La sonde nasale, généralement, elle est utilisée en milieu hospitalier en mesurant la distance l'obule de l'oreille et le nez, elle est introduite au niveau de nez. Généralement, à domicile, on optera à l'utilisation des lunettes nasales qui sont adaptées directement avec le nez de l'enfant et permettra de délivrer le débit aérien facilement dans le nez. Le masque, généralement, il est utilisé en milieu hospitalier. Vous voyez là l'extracteur d'oxygène ou l'extracteur d'oxygène qui est utilisé à domicile pour délivrer la quantité d'oxygène souhaitable. Il comporte un manomètre qui permettra de régler le débit d'oxygène adapté à l'enfant. Et c'est une machine un peu encombrante. Elle donne un peu de troubles sonores. Hein, ça donne beaucoup de bruit, notamment dans la chambre, mais ça permet de pallier à un état d'insuffisance respiratoire et permet de donner de l'oxygène directement et facilement à domicile de l'enfant. Parfois, l'enfant, il a besoin d'une bouteille d'oxygène pour assurer le déplacement à l'hôpital, pour faire des promenades en dehors de la maison. Et donc, il pourra recevoir l'oxygène de façon continue grâce à une bouteille qui lui permettra d'avoir une quantité suffisante. Bien sûr, la bouteille, elle a une certaine autonomie qu'il faudra respecter et il faut veiller qu'elle soit bien remplie pour éviter les accidents en cas de sortie et le manque d'oxygène inattendu. Donc, j'arrive à la fin de cet exposé. En fait, la ventilation non invasive et l'OLD sont un moyen efficace pour améliorer la respiration. Elles sont nécessaires dans de nombreuses pathologies respiratoires de l'enfant. Elles permettent une adaptation progressive à la ventilation non invasive et ceci nécessite une préparation en amont ainsi qu'un accompagnement de l'enfant et de sa famille, qui sont très importants pour garantir une bonne efficacité et ces techniques respiratoires. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais pas trop lent dans l'exposé.